Merci d'être si nombreux aujourd'hui à cette première édition du Salon du Survivalisme. C'est pour nous vraiment une belle réussite de voir qu'en fait il y a un véritable public derrière la démarche qu'on a essayé d'initier, et il y a également aussi une véritable ouverture d'esprit sur ce qu'est le survivalisme, ce nom un petit peu sulfureux qui évidemment peut faire peur à certains. Derrière ce mot se cache énormément d'aspects, c'est un prisme très large, et le survivalisme, non, ce n'est pas des gens qui se terrent dans des bunkers en attendant la fin du monde. Le survivalisme, c'est tout simplement une réflexion, une philosophie de la résilience, et se préparer à la société de demain pour être autonome dans différents aspects de notre vie. Et finalement, il y a autant de survivalistes en face de moi qu'il y a de personnes, je dirais, au sens où tout le monde peut avoir des problématiques différentes dans son quotidien, tout le monde peut avoir des questions à véritablement se poser, qui peuvent être très différentes en fonction du milieu de vie de la personne, en fonction également de l'état de santé, tout simplement, en fonction des besoins et en fonction de tout autre aspect qui peuvent rentrer en compte dans notre vie de tous les jours. C'est en ça qu'on est assez fiers de pouvoir avoir des conférenciers de qualité qui nous parlent, ça c'est un petit peu une façon de vous dire merci d'être là, mais qui nous parlent d'aspects très diversifiés du survivalisme. Et donc si vous étiez venu juste pour voir des couteaux, vous avez l'allée des couteliers, mais vous serez déçus car les conférences sont très diverses et variées aujourd'hui et demain, et sur beaucoup d'aspects. Je vais avoir le plaisir d'accueillir, j'accueille Laurence, qui va nous parler finalement d'une sorte d'initiation aux plantes sauvages et de savoir un petit peu comment approcher des plantes qu'on pourrait trouver dans la nature et savoir ce qu'on peut en faire et pouvoir dépasser cette légende du renard qui aurait uriné sur une plante et qui peut nous rendre aveugles 10 ans après. Voilà, on va essayer de quitter un petit peu ce stéréotype et d'avoir véritablement les vraies informations, et surtout ça va nous permettre par la suite, à la suite de la conférence, de pouvoir initier une session de questions-réponses. À mon grand plaisir, on a un micro pour nous, tout le monde, donc il faudra juste bien attendre d'avoir le micro pour poser la question, pour que la question puisse profiter à tout le monde. Voilà, merci beaucoup, bonne conférence, et merci Laurence d'être avec nous ce matin. Merci Antoine. Merci. Bonjour à tous, je suis il y a du monde, je suis un peu impressionnée. Je suis Laurence Talleux, mon surnom c'est Hildegarde. Je suis spécialiste des plantes sauvages comestibles, formatrice dans une association qui s'appelle Échappée Sauvage, dans laquelle, à travers les 4 éléments et les 4 saisons, nous faisons découvrir la vie en pleine nature. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de la cueillette et la cuisine des plantes sauvages comestibles. Alors ça reste une initiation, on ne va pas forcément rentrer dans le fond du problème puisque c'est un sujet quand même assez vaste. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que les plantes sauvages comestibles? C'est ce qu'on appelle communément les mauvaises herbes. Des plantes qui poussent un peu partout et qu'on n'a pas cultivées. On peut en trouver dans les jardins, on peut en trouver dans les cultures, on peut en trouver sur les trottoirs. Et il y en a beaucoup qu'on peut utiliser pour se nourrir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, les plantes sauvages qu'on mange, les plantes cultivées qu'on mange actuellement dans les jardins, elles sont des plantes sauvages à la base, qu'on a pris, qu'on a cultivées, qu'on a transformées et qu'on vend pour la cuisine. Mais dans toutes celles qui sont sauvages, il y en a qui n'ont pas été récupérées dans, on va dire, la culture, tout simplement parce qu'elles poussent en abondance, comme l'ortie par exemple. Donc, elles restent très bonnes à manger. Elles ne sont pas toutes amères comme on peut penser qu'elles le sont. Et puis, comme c'est important de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est aussi important de trouver d'autres sources d'approvisionnement que les plantes du magasin. Donc, je vous ai mis le pissenlit parce que le pissenlit, c'est une plante que tout le monde connaît, à peu près. Qui ne connaît pas le pissenlit?
Ça va, il n'y aura pas de rattrapage à la fin. Donc le pissenlit, on le connaît, mais peu de gens savent qu'on peut le manger cru, cuit, sucré, salé, de la tête aux pieds. C'est-à-dire que la racine, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que toutes les racines sont des organes de stockage de nutriments de la plante. Donc la racine, elle est nutritive, elle est pleine de glucides. Alors pour le pissenlit, elle est un peu amère, mais il y a d'autres racines dans le monde des plantes sauvages qui ne sont pas du tout amères. La racine de pissenlit, comme vous pouvez le voir, on peut la torréfier pour en faire un succédané de café comme la chicorée. On peut aussi la manger cuite à l'eau, on peut la mettre comme des cornichons. Vous savez, les cornichons, quand on les cueille dans le jardin et qu'on les mange comme ça, c'est super amer, alors que quand on les met dans le vinaigre, tout de suite, ça prend une autre dimension. La racine de pissenlit, c'est le cas aussi. Ensuite, les jeunes feuilles, tout le monde a déjà peut-être mangé une salade de feuilles de pissenlit. Mais les vieilles feuilles aussi peuvent se manger. Si vous voulez les manger à la limite en salade, vous les faites juste blanchir. Blanchir, ça veut dire mettre dans l'eau bouillante quelques secondes et puis les ressortir. Après, vous pouvez les mêler avec d'autres légumes. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre avec les lentilles. Parce que la lentille, elle est un petit peu sucrée et un peu farineuse, alors que quand on met moitié-moitié lentilles et feuilles de pissenlit, la feuille de pissenlit apporte du moelleux à la préparation et le sucré de la lentille enlève l'amertume du pissenlit. Après, on a les boutons floraux. Il y a beaucoup de choses à dire sur le pissenlit. J'insiste sur le pissenlit parce que je me dis que si tout le monde la connaît, qui en mange? Déjà, tous ceux qui n'en mangent pas, vous pouvez vous y attaquer. Après, ne serait-ce qu'en simple salade. Après, qui mange les racines? C'est déjà pas mal de manger la racine de pissenlit de son vivant. Donc, ce qui peut être intéressant, justement, c'est que vous le fassiez. Puisque vous connaissez la plante, vous savez que vous n'avez pas de risque d'intoxication, allez-y. Donc après, on repart sur les boutons floraux, ces petits boutons, vous savez, ces petites boules là, vous les prenez juste comme des bonbons, comme ça en promenade. Si vous savez que dans le coin, il n'y a pas ni de renard, de chiens, c'est surtout les chiens qui sont plus à craindre que les renards. Vous pouvez aussi les mettre dans les omelettes, vous pouvez les conditionner avec les racines comme les cornichons. Après, les fleurs, on peut en faire de la confiture. Il y a une recette qui s'appelle la cramaillotte. Vous tapez sur internet cramaillotte et vous allez trouver des tonnes de recettes. Alors un petit truc sur la cramaillotte, on trouve des recettes où il faut enlever le calice vert, se casser la tête, etc. Non, vous mettez toutes les fleurs. La cuisine des plantes sauvages, je dis toujours, c'est une cuisine de feignants. Déjà, on cueille des légumes qu'on n'a pas eu à cultiver, on n'a pas eu à bêcher la terre, semer, etc. C'est la nature qui a fait le boulot. Donc on a juste à se promener, tranquille, on prend l'air, ça fait du bien, déjà c'est bon pour la santé, on ramasse et puis après on traite comme n'importe quel légume qu'on va acheter au supermarché, ou chez le maraîcher plutôt. Donc voilà, donc les pétales de pissenlit aussi peuvent être même mis sur les tartes ou les salades pour décorer. Qui peut passer. Alors bon, le pissenlit c'est facile, mais après il faut quand même faire attention, parce qu'au-delà du mythe du renard, il y a quand même des plantes qui sont toxiques. Alors sur le nombre de plantes qui sont comestibles, il y a quand même un ratio plus important de plantes comestibles que toxiques. Mais quand même, il faut savoir les reconnaître pour ne pas les confondre. Par exemple, vous voyez, ces deux photos, si on n'a pas l'œil, franchement, on ne sait pas laquelle est comestible et laquelle est toxique. La carotte sauvage, notamment, moi personnellement, dans les formations que je donne, on apprend la carotte sauvage que la deuxième année. Et toutes les apiacées, on les apprend que la deuxième année parce que vraiment, c'est une plante où il y a un gros risque d'intoxication. Si on la confond avec la ciguë, la petite ciguë est mortelle. Tu peux passer. Donc, il ne faut jamais manger une plante qu'on n'a pas formellement identifiée. Si vous mangez des plantes sauvages, ça vous donne, la conférence d'aujourd'hui vous donne envie, au-delà du pissenlit, je vais vous donner quelques autres indications après, mais
de vous mettre vraiment là-dedans, soyez absolument sûr de ce que vous mangez. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, vous ne mangez pas. Je ne sais pas qui a vu To the Wild. Voilà. Bon, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous êtes déshydraté, que vous avez le cerveau qui ne fonctionne pas, vous ne mangez pas. Hein, parce que vous risquez de finir un peu pareil. Évitez aussi la méthodologie qu'on retrouve dans beaucoup de livres de survie, je ne citerai pas les noms, qui consiste en je frotte la plante sur le creux du bras, sous l'aisselle, le bord de la lèvre, j'en mets un tout petit bout dans ma bouche et si au bout de quelques heures tout se passe bien, je mange la plante. Avec cette méthodologie-là, les 5 premières étapes, vous les passez à l'aise avec la ciguë. À la 6e, vous êtes mort. Donc, d'après ce qu'on m'a dit, c'est une méthodologie qui a été mise en place par les services, les forces spéciales américaines. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit valide pour la ciguë, quoi. Voilà, tu peux passer. Donc, puisqu'il faut quand même savoir reconnaître les plantes, il faut bosser un peu, parce que même si c'est dans la nature, même si c'est facile, même si c'est disponible, ça demande un petit peu de connaissances et il faut pouvoir acquérir quelques petites méthodes. Donc, comme en France, il y a quand même 4500 espèces de plantes, environ, hein, on n'est pas une près, on ne peut pas toutes les connaître, on ne peut pas connaître tous les noms, etc. Donc, il faut aller voir dans les bouquins. Et dans les bouquins, souvent, vous trouvez ce type de mots. Alors, vous trouvez le plantain lancéolé, ça c'est le nom commun. Et puis après, vous allez trouver le nom scientifique, Plantago lanceolata. Et après, par exemple, sa petite cousine, qui est le plantain majeur, bon, il a le même nom de genre. Le premier nom, c'est le nom du genre, et le deuxième nom, c'est le nom de l'espèce. Là, on est famille de plantes, mais 2 espèces différentes. Alors, pourquoi je vous explique ça? Vas-y, tu peux passer. Parce que cette mécanique de noms, vous allez les retrouver dans les livres et vous allez devoir les utiliser pour rechercher les noms dans les livres. Et aussi, si vous allez à l'étranger, vous prenez des bouquins, même si vous parlez la langue, il y a les noms des plantes qui n'ont pas le même nom, évidemment, qu'en français. Par contre, le nom scientifique restera toujours le même, que vous soyez en Russie, au Japon, en Indonésie, etc. C'est toujours le même nom latin. Donc, ça paraît intéressant de connaître le nom latin de la plante, ou le nom latin ou scientifique, puisque des fois, c'est grec. Donc, dans les bouquins, pour savoir identifier les plantes, vous allez retrouver ce genre de choses. C'est super compliqué, mais en fait, non, c'est pas compliqué. Vous regardez bien la feuille, et puis ensuite vous avez un petit parcours qui fait qu'à la fin vous avez le nom de la plante. Ça s'appelle une clé d'identification. Il y en a dans beaucoup de bouquins, des flores, etc. Voilà. Oh, c'est beau. Vas-y, tu peux remettre en arrière. Zoom arrière. Voilà. Et donc, bon, une fois que vous avez le nom de la plante, vous allez consulter ou les sites internet ou les livres. Faites attention sur les bouquins et les sites internet, des fois il y a des bêtises quand même. Essayez d'aller à la base, il y a des très bons professionnels qui ont fait des bouquins. Tu peux changer. Après, le mieux c'est quand même d'aller sur le terrain. Donc, voilà, le but c'est d'apprendre à identifier les plantes. Pour les identifier, elles sont donc classées par genre et par espèce, vous avez vu. Et en fait, on les classe en fonction de leurs particularités physiques. Donc on va aller regarder les particularités physiques de chaque espèce ou de chaque plante. Vous regardez une plante, vous regardez les petits détails. Par exemple, le pissenlit, on dit que c'est de la famille des astéracées parce que la fleur elle ressemble à une étoile. Parce que astère, ça signifie étoile en latin. La pâquerette, qui est également un excellent comestible, c'est pareil, c'est la même famille, sa fleur elle ressemble à une étoile. La pâquerette, d'ailleurs, bon, sauf si c'est le parc où il y a les chiens qui font pipi, on oublie, mais vous pouvez manger cru, cuit, sucré ou salé aussi. Tout, hein, même les feuilles, les racines, tout se mange. Moi, je préconise quand même, systématiquement, si vous ne connaissez pas votre lieu de cueillette, de cuire. On va le voir après. Tu peux passer.
Alors, donc, ça paraît un peu compliqué, mais en fait c'est assez simple. Pour bien identifier une plante, on part du général. Où on est? Est-ce qu'on est à la mer? Est-ce qu'on est à la montagne? Est-ce qu'on est en ville? Est-ce que... Voilà. Ça c'est important parce que vous ne trouverez pas les mêmes plantes en bord de rivière, au bord de la mer, en montagne. Donc le biotope, l'aspect général de la plante, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est toute molle? Si elle est solitaire ou en colonie aussi, c'est super important. Par exemple, la grande ciguë, qui est un peu mortelle aussi, j'aime bien celle-ci. Elle vit toute seule. Et puis il y a des plantes qui lui ressemblent beaucoup, qui vivent en colonie. Donc déjà, si on voit une colonie, on peut se dire, ah, potentiellement, il y a un intérêt. Enfin, il y a des plantes qui vivent toutes seules et qui sont très bonnes. Par exemple, la bardane, mais bon là, j'en parle pas particulièrement, mais qui connaît la bardane? Ah, c'est pas mal déjà. Bon, la bardane, c'est une plante qui pousse assez seule. Le toucher, c'est extrêmement important, le toucher. Ça pique pas, c'est doux, c'est rêche. On a des plantes qui sont rêches. L'odeur. Alors l'odeur, il faut vraiment, quand on va apprendre à découvrir les plantes sauvages comestibles, se servir de ces 5 sens. La vue, l'oreille, ça ne parle pas encore, mais voilà, l'odorat, le toucher, avant de mettre dans la bouche. Quand on met dans la bouche, c'est qu'on sait ce qu'on met dans la bouche. Et puis ensuite, donc on regarde les critères morphologiques, ça paraît évident, mais regardez la forme globale de la plante, sa couleur, la forme de sa tige. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé la forme d'une tige de plante? Ah, ça commence à être de moins en moins par rapport aux questions. Il y a des tiges qui sont carrées, mais vraiment vous les coupez en sections comme ça fait une tige carrée. Ou alors rond, des fois c'est hexagonal. Et c'est super important dans les critères d'identification. L'implantation des feuilles, est-ce qu'elles sont opposées les unes aux autres? Est-ce qu'elles sont les unes au-dessus des autres? Est-ce qu'elles sont enroulées autour de la tige? La pilosité, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des poils déjà? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Typiquement, je vous parlais de la ciguë depuis tout à l'heure. S'il y a des poils, c'est pas de la ciguë n'a aucun poil. Donc déjà, si vous avez une plante qui ressemble à la ciguë et qui n'a pas de poils ou qui a des poils, c'est un critère incontournable d'identification. La couleur de la fleur ou la forme de la fleur, mais ça c'est assez aléatoire puisque on n'a pas toujours les fleurs. Je dirais même qu'on n'a plus souvent pas de fleurs que la présence de fleurs. Et puis la sève aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a un latex blanc, par exemple dans le pissenlit, un latex jaune ou pas du tout de sève? Donc voilà, c'est vraiment des petits détails, il faut observer. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais finalement ça demande de se poser, de regarder et d'observer tous les critères qui entourent la plante. Tu peux passer. Donc ça c'est un petit rappel. Donc on regardera aussi l'époque, la saison. Vous n'allez pas trouver les mêmes plantes en hiver qu'en été. Le biotope, donc ça j'en ai parlé, l'endroit où ça se développe, le port, l'âge, la floraison, enfin l'âge de la plante. Quand c'est une rosette, et ben, souvent elle n'a pas la même forme que quand elle est développée. Et puis les détails visuels et les détails sensoriels, j'en ai parlé. Tu peux passer. Donc, une fois qu'on a regardé tout ça, eh bien, il faut bien connaître son milieu, parce que il y a le mythe du renard, mais quand même, malgré tout, c'est important. C'est qu'il peut y avoir des pollutions qui se déposent un peu aussi comme les légumes qui vont être dans le jardin. Si on ne connaît pas bien son jardin et qu'il est ouvert à tous les animaux, on a les mêmes risques avec les plantes sauvages. Les pollutions chimiques, est-ce que vous êtes à côté d'une autoroute? Est-ce que vous êtes à côté d'une usine? Etc. Ça paraît être des indications assez de bon sens. Mais voilà, il faut y penser. Les corps morts, si vous avez le cadavre d'un animal qui est dans les 10 mètres autour de la plante, vous ne ramassez pas. Il y a potentiellement des pathogènes dessus. Et puis, en parlant de pathogènes, on a deux pathogènes qui sont vraiment dangereux pour l'homme.
c'est la douve du foie et l'échinococcose alvéolaire qui est véhiculée par les renards et les chiens. Donc la douve du foie, on va la trouver principalement près des exploitations où il y a des ovins, des moutons, etc., brebis, etc. Et les cours d'eau, les étangs. Et l'échinococcose alvéolaire, c'est véhiculé donc par les chiens, les renards. Donc ça, on peut potentiellement trouver partout. Donc, moi, je préconise de manger tout systématiquement cuit. On ne peut pas se débarrasser de ces pathogènes-là et par le lot au bicarbonate et par le vinaigre. Ça, on oublie. Il faut vraiment de la cuisson. Et donc, si on veut manger de la salade, il faut être sûr de l'endroit où on récolte. C'est pour ça que c'est important de savoir où on récolte. Si c'est dans votre jardin qui est clôturé, vous savez qu'il n'y a pas d'animaux, allez-y, mangez du pissenlit. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'est de l'observation et c'est du bon sens. Après, on récolte que ce qu'on a formellement identifié, ça j'en ai déjà parlé. On respecte la règle des 1/3. Alors la règle des 1/3, c'est qu'on laisse 1/3 pour la nature, pour qu'elle se renouvelle, 1/3 de la plante. Par exemple, si c'est une grosse plante, eh ben, on prend que 1/3 des feuilles. Si c'est une colonie, ben, on prend qu'1/3 des pieds. Il faut qu'elle puisse se renouveler, faire des graines, etc. 1/3 pour les animaux qui ont besoin de manger aussi. Et puis donc 1/3 pour nous. Et surtout ne récolter que ce dont on a besoin parfois. Quand on trouve des stations, des endroits où il y a plein de plantes sauvages, par exemple un champ d'ortie, on se dit, wow, une fois qu'on a découvert l'ortie et qu'on se dit c'est génial à manger, on a envie de tout ramasser. Mais c'est pas utile, puisque c'est abondant, il y en a partout. On ne ramasse que ce dont on a besoin. Voilà. Tu peux passer. Donc, ce qui est important, c'est pour démarrer facilement. Ce qui serait intéressant, c'est d'ailleurs qu'après cette conférence, vous n'en restiez pas là. Vous dites, ok, aujourd'hui, je vais prendre une plante, ou deux, hein, si vous êtes ambitieux, ou je ne sais pas, ou 3, et je vais commencer à l'introduire dans ma cuisine, dans ma façon de vivre, dans mon quotidien. Alors une fois par semaine, je vais me faire une salade de pissenlit, une soupe aux orties, ou que ça. Vous trouverez des quantités de recettes sur le net. Je vous en parlerai après d'ailleurs des sources. Donc commencez à récolter les plantes que vous connaissez déjà. Donc là, je vais vous en présenter quelques-unes autres. Mais bon, si vous en connaissez, prenez l'habitude d'aller les chercher, de les cuisiner. Et après, ça va devenir un automatisme. Comme quand vous découvrez un nouvel aliment, et ben, au début, ça paraît un petit peu... voilà. Et puis après, ça devient dans le quotidien. Vous mettez donc ça dans vos plats quotidiens, vous les cuisinez. Si vous êtes cuisinier, c'est des recettes connues avec des légumes, vous les mettez avec les plantes sauvages. Et après, ça viendra assez naturellement. Tu peux passer. Donc l'ortie, j'en ai parlé. Bon, qui ne connaît pas l'ortie ? Ça va. C'est bon, vous avez l'ortie et le pissenlit pour démarrer. Parce que, qui a déjà mangé de l'ortie ? Ah, qui n'en a pas mangé ? Bon, alors ceux qui n'en ont pas mangé, mission, quand on rentre ce soir ou demain, c'est dimanche, balade dominicale, vous allez chercher les orties et vous cuisinez les orties. Alors c'est facile, l'ortie, elle se mange cru, cuit, sucré, salé, de la tête aux pieds, c'est pareil. Alors la racine, elle est comestible, mais en fait elle est filandreuse, alors on oublie. Ensuite, on a les jeunes feuilles. Alors les jeunes feuilles, on peut les manger crues. Vous allez me dire, bah ouais, mais l'ortie, ça pique. Il y a une façon de la prendre, parce que l'ortie, vous avez la feuille comme ça, et au-dessus de la feuille, vous avez les pics qui sont comme ça en biais. Et dessous, vous avez des petits pics comme ça, mais qui sont plus petits. Si vous prenez la feuille dans le sens du poil, c'est comme une femme. Il faut la caresser dans le sens du poil. Mettez un peu de salive dans la bouche, parce que la salive, elle va ramollir les petites poils, la caresser dans le sens du poil. Alors, mesdames, entre deux molaires, et là, et puis tranquillement, on la roule dans la farine ou dans les doigts. L'intérêt de manger de l'ortie crue, et une fois que l'intérêt, c'est que les poils, comme elle vient comme ça, il n'y a pas de pathogène lié, on va dire. Vous allez tout doucement, à la limite, si vous avez en plus, elle est riche en vitamine A, C, par le dessus, vous la mettez en petits carrés, donc c'est vraiment un apport intéressant. Ensuite, si vous n'êtes pas trop courageux pour
la récolter comme ça, vous mettez des gants, vous pouvez faire cuire. Un truc sympa, c'est quand il y a des grosses feuilles d'ortie, vous faites chauffer de l'huile de tournesol. Essayez pas avec d'autres huiles, hein, j'ai essayé, c'est Sarah Woolley. L'huile de tournesol, comme pour faire des frites, quand c'est bien chaud, vous laissez tomber vos grosses feuilles d'ortie dedans, ça va être chut. Dès que ça fait chut, il faut l'enlever. Mettre sur un papier absorbant, vous salez, c'est gras, c'est sucré, les enfants ils adorent. Donc chips d'ortie, vous faites à l'apéro chips d'ortie, ensuite vous mixez des orties avec un peu de beurre, vous faites des tartines, vous faites du pesto avec quelques graines de tournesol par exemple. Moi je fais avec des graines de tournesol, j'aime bien, et un peu d'huile d'olive. Vous faites un apéro comme ça et après, comme ça vous testez vos amis. Ceux qui restent, c'est les bons. Après, les fleurs, on peut les manger aussi. Donc, quand vous avez des petites grappes vertes, là, vous pouvez les manger. En plus, ça pique pas les fleurs, c'est sympa. Par contre, quand elles sont sèches, vous évitez parce que le fait qu'elles soient sèches, elles sont vraiment très irritantes pour le fond de la gorge. Donc, voilà. Après, c'est riche en protéines. C'est sur le pois sec, hein, alors du coup, quand on va la manger fraîche, on aura beaucoup moins de protéines. Mais c'est intéressant de savoir que l'ortie est riche en protéines. Alors, en termes de vie en pleine nature, il faut enlever le mythe de « je vais manger des orties, tout va bien se passer, et je peux manger que des plantes dans la nature et j'aurai de quoi vivre », entre guillemets. Ce qui va nous manquer le plus dans la nature, on ne peut pas manger que des plantes sauvages comestibles. Pourquoi? Parce que ce dont on a le plus besoin, c'est le gras. On sait bien, le gras, c'est la vie. Et le gras, on va le trouver dans les plantes sauvages que dans les noisettes, les noix, les amandes, etc. Et c'est qu'à une époque de l'année. Donc, on ne peut pas se nourrir toute l'année qu'avec des plantes sauvages. Parce que bon, aujourd'hui, on est sur un salon, c'est le thème de la survivalisme. On peut penser qu'en mode dégradé, on pourrait se nourrir que de ça. C'est totalement faux. L'intérêt des plantes sauvages, c'est vraiment de les introduire dans votre quotidien comme un élément normal et pas quelque chose que vous allez faire au cas où plus tard il se passe quelque chose. Ça ne sert à rien, c'est pas quand au cas où et éventuellement un jour il se passe quelque chose que vous vous mettrez à manger des plantes. Si un jour vous êtes en mode dégradé, genre vous êtes en rando, vous êtes perdu, etc., la première chose à faire, c'est pas de manger, c'est de boire. Enfin, non, c'est même pas de boire, c'est de se protéger, faire un abri et ensuite faire du feu et trouver de l'eau, etc. On peut rester 3 semaines sans manger. Hein. Donc, c'est pas vraiment la priorité. Mais dans le quotidien, alors après, si vous avez l'habitude, quand vous êtes perdu ou en rando, c'est vraiment super sympa de faire une rando et de ramasser les plantes et le soir au bivouac de cuisiner. Nous, c'est ce qu'on fait. Tu peux passer. Alors, une autre plante que tout le monde connaît à peu près, enfin j'espère, qui ne connaît pas le tilleul? Alors, monsieur, vous ne connaissez pas le tilleul? Ah, donc vous passerez après le cours, hein? On vous fera un rattrapage. Alors, le tilleul, c'est donc, vous connaissez, ça fait des grosses feuilles en forme de cœur. Alors, quand ça sort, là, au printemps, les jeunes feuilles, elles sont translucides. Elles sont délicieuses en salade. Vous remplacez la laitue par les feuilles de tilleul. C'est vraiment très bon. En plus, on n'a pas besoin d'en manger 3 tonnes. C'est pas comme la laitue, pour être rassasié, il faut faire des grosses assiettes. Parce que dedans, il y a du mucilage. Alors le mucilage, c'est un élément, en fait, une fibre qui gonfle en présence d'eau. Donc quand vous mangez des feuilles de tilleul, ça a tendance à un peu gonfler dans l'estomac et très rapidement, vous êtes rassasié. Alors, je ne dis pas que c'est nutritif, hein, c'est-à-dire que ça donne une sensation de satiété. C'est nutritif, mais comme un légume vert classique. Il y a des protéines complètes dedans, néanmoins, mais c'est pareil, pour avoir votre dose de protéines quotidienne, il va falloir manger une bonne quantité de tilleul, et là, vous en aurez marre du tilleul. Hormis les jeunes feuilles, on a bien sûr les fleurs de tilleul qu'on peut faire en infusion, mais qu'on peut manger telles quelles, comme des petits bonbons, ou les boutons. Les feuilles développées, on peut les manger telles quelles, ou on peut faire les sécher, les pulvériser pour les mettre dans des farines. Ça augmente un peu la quantité de farine, et puis ça enrichit aussi le pain qu'on peut faire avec, ou les gâteaux.
Moi, le tilleul, je m'en sers quand on est en balade et que j'ai un creux parce que j'ai tout le temps faim. Et du coup, je prends les feuilles de tilleul et je les mange comme ça. Enfin, c'est vraiment pratique. On peut faire la même chose avec les feuilles d'aubépine. Qui ne connaît pas l'aubépine? Ah, tout le monde connaît l'aubépine? Bon, c'est bien, parfait. Donc l'aubépine, les feuilles d'aubépine, vous vous promenez dans les bois, vous pouvez les manger. On a tendance à pas les manger parce qu'on a peur que ce soit un peu raide ou amer, mais vous pouvez manger. Donc, pour finir avec le tilleul, les bourgeons, on a des petites noisettes. Une fois que ça se développe, les fruits deviennent noirs et on les casse comme des petites noisettes. Ça fait des toutes petites noisettes dedans. Et c'est ce qu'il y a de plus riche en lipides. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, le gras. Et donc, mais par contre, ça demande une énergie folle à casser les petites noisettes. On peut aussi les torréfier pour faire un succédané de café. Voilà. Tu peux passer. Donc, ce qu'on a aussi en plantes sauvages communes, que tout le monde connaît à peu près, c'est le plantain. Qui ne connaît pas le plantain? Enfin, pareil, comme monsieur, vous passerez à la fin du... Après, ne vous inquiétez pas, tout ce que je vous dis là et les plantes que je vous présente là, je vais vous donner après des sources d'informations que vous pourrez ou aller consulter sur le net ou vous procurer en sortie de salon. Donc le plantain, c'est pareil, c'est une plante qui est beaucoup de gens qui connaissent. On peut la cuisiner sucrée, salée, de la tête aux pieds. La racine, c'est pareil, comestible, mais gustativement parlant, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est ces hampes florales là. Vous avez déjà vu ça? Alors, ces hampes florales, vous pouvez en faire des beignets. Vous faites une petite pâte liquide, un peu comme pâte à crêpes. Vous mélangez farine, eau, sel. Vous trempez les hampes florales dedans et ensuite vous les faites frire à la poêle et ça vous fait des petits beignets. Et c'est très rapide à faire. Après, moi, ce que j'aime bien faire avec le plantain, c'est que je cisèle. Je fais revenir à la poêle avec des oignons. Je rajoute un peu de farine. Après, je colle ça sur une tartine. Hop, au four. Ça fait des tartines goût champignons sans champignons. Et puis, ça ne demande pas non plus un gros effort. On peut même faire ça avec les enfants. Enfin, c'est super sympa. Voilà. Donc, on peut avancer si tu veux. Bon, là, on était sur des trucs verts, mais là, la marguerite, tout le monde connaît la marguerite. Qui a déjà mangé des marguerites? Donc, qui n'a pas mangé de marguerite? Ah, c'est bon. Je vous ai pas tous perdus. Donc, les marguerites, c'est super bon. Moi, je me suis fâchée avec plein d'amis parce qu'à chaque fois que je vais chez eux, vous savez, quand il y a des fleurs comme ça, je passe et j'enlève toutes les fleurs et je les mange comme des... Je trouve que ça goûte chabalot, en moins sucré. Et du coup, la marguerite, on peut la manger comme ça, telle qu'elle. On la fait cuire à la vapeur, on la sert avec un petit filet de citron ou un petit filet d'huile d'olive en entrée, c'est parfait. On peut la mettre dans les clafoutis, par exemple. Au lieu de mettre les cerises dans les clafoutis, vous mettez la marguerite et vous mettez votre pâte dessus, ça fait un gâteau magnifique et avec un super goût. Les feuilles aussi, vous pouvez les manger en salade ou cuites, comme n'importe quel légume vert. Et les racines aussi se mangent dans la marguerite. Elles ont un petit goût sucré qui est sympa. Attention avec la marguerite, ne récoltez que si vous êtes sûr que c'est des marguerites. Parce que quand il y a des fleurs, c'est de la marguerite, on ne peut pas se tromper. Par contre, quand il n'y a pas de fleurs, vous pouvez éventuellement confondre avec une autre plante toxique qui s'appelle le sénesson. D'où l'intérêt de bien observer les critères et de bien observer l'endroit où vous récoltez. Tu peux passer. Donc là, bon, je vous en ai donné quelques-unes, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et il y a aussi des plantes qu'on a cultivées un temps, ou qui sont cultivées dans d'autres pays, et puis qui arrivent chez nous et qui sont des invasives. Spécifiquement, là, je ne vous ai pas mis la photo, mais il y a la vargerette du Canada, qui est une plante invasive qui est délicieuse. L'amarante, qui est une des rares plantes qui a résisté au Roundup aussi, donc ça peut être intéressant. L'amarante, elle est cultivée au Pérou pour ses graines. D'ailleurs, après, ils nous vendent les graines en sachet dans les magasins Biocop. Après, on peut les récolter dans la nature, mais récolter des graines d'amarante, ça demande beaucoup de travail. Donc, des fois, on comprend que
c'est plus facile d'aller dans le Biocoop pour acheter la graine d'amarante. Les bambous, il y en a, alors en région parisienne, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais dans tout la moitié sud de la France, il y a énormément de bambous. C'est plutôt une plante invasive. Et il y a les pousses de bambou qui se mangent. On peut les trouver aussi en supermarché sous une marque que je ne citerai pas, en conserve. Mais nous, on peut très bien aller dans la nature, récolter et les cuisiner comme ceux qu'on achète en conserve. C'est même meilleur, c'est un peu comme les légumes du jardin. Tu peux passer. Il y a la vigne et le bambou aussi que je ne vous ai pas cité, mais vous avez pu lire. Donc, avant de conclure, je voulais vous parler de celle-ci. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle communément le chardon. Je pense que tout le monde connaît à peu près ce qu'on appelle le chardon. En fait, ça s'appelle un cirse. C'est la même famille que le chardon. De toute façon, même si vous confondez, c'est pas un problème. Donc, ça ressemble, quand c'est en rosette basale, c'est-à-dire en rosette auprès du sol, un peu ce qui est, vous voyez en haut à gauche. Regardez le genre de tige qu'on peut récolter. Vous voyez l'image centrale? L'intérieur, c'est comme du cœur d'artichaut. Alors, en plus, ce qui est vachement bien, c'est que comme c'est à l'intérieur, vous pouvez le manger cru. Et c'est une tuerie. Ouais. Alors après, voilà, tiens, nickel. Après, moi, ce que j'aime bien récolter, c'est les feuilles qui piquent. Alors bon, c'est comme l'ortie, en fait, c'est une super plante. Très nourrissante, mais elle pique. Comme quoi, il faut savoir apprivoiser les plantes. Mais une fois que vous êtes passé au-delà du côté piquant, les nervures centrales de la feuille, vous voyez comme au centre, il faut les éplucher. Alors on les épluche au couteau ou au ciseau. Et ensuite, comme vous voyez en bas, on les coupe, on les mange crus dans la salade, soit on les fait cuire à la vapeur. Là, quand on a fait la photo, c'est parce qu'on a fait un gâteau avec. Donc après, on peut cuisiner sucré, salé, cru ou cuit, pareil. Et de la tête aux pieds. On en revient pareil, la tête aux pieds. À gauche, vous voyez la racine. Est-ce que vous pensiez que vous pouvez récolter des racines comme ça en milieu sauvage? On pense à la carotte, dans le jardin, etc. Ou alors, quand on s'intéresse un petit peu, on est sur la bardane, etc. La racine de cirse, c'est génial. En plus, le cirse, c'est une plante qui est décrétée invasive dans pas mal de régions. Donc, allez-y, aucun scrupule. Hein, vous déterrez les racines, de toute façon, impossible de l'éradiquer. Donc, c'est nickel. Là, pareil, on avait coupé en tronçons fins. Après, on peut faire cuire comme n'importe quelle racine. Là, en bas à droite, vous avez des nervures centrales de feuilles qui ont été cuites à la vapeur et juste mangées comme ça avec une petite sauce blanche au yaourt. Donc voilà, tu peux passer. Donc avec tout ça, l'intérêt c'est de réaliser de très bonnes recettes, parce que si on voit la plante comme ça, c'est pas finalement très appétissant, mais l'idée c'est vraiment d'aller les chercher pour les cuisiner. Nous, typiquement, voilà, on fait ce type de choses dans nos activités. Bon, le clafoutis, les pilofs, ça c'est une petite spécialité de terrain. Mais en définitive, vous pouvez faire un clafoutis avec n'importe quelle plante. En haut à droite, vous avez un gâteau à la Tanisie. Alors ça, c'est pareil, c'est une plante qui ne vous parle peut-être pas, mais c'est une plante aussi qui est abondante. Le lichen, je pense que tout le monde a déjà vu des lichens. Bon, par contre, qui a mangé du lichen? Est-ce que quelqu'un a déjà mangé du lichen? Ah, pas mal. Et donc, c'est super intéressant, frit. Alors, normalement, tous les lichens sont comestibles. Moi, je n'en consomme qu'un seul, c'est le lichen du prunelier. Mais bon, vous pourrez trouver les infos après là-dessus. Donc voilà, on fait des choses diverses et variées. Des fricassés de bœuf séché. Il y a un très bon bœuf séché chez Terang. Là. Et chez Terang, ils ont un stand et ils vendent un bœuf séché du tonnerre. Vous avez ça dans le sac en randonnée. Et vous ramassez quelques plantes, un peu de riz et vous faites un repas royal, quoi. Voilà. Et puis donc les chatons de noisetier aussi sont comestibles. Alors c'est comme ça, c'est un peu sécos, hein, mais il faut les cuisiner. Là, je les ai cuisinés façon carambar avec un petit caramel. Et les enfants, ils adorent ça, forcément. Tu peux passer. Alors, conclusion. Les plantes sauvages, c'est bon pour la santé,
Pourquoi? Parce que déjà on fait la balade, on sort, c'est tranquille, ça ne demande pas d'effort. Généralement la récolte, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, sauf s'il faut déterrer une racine, mais c'est pas non plus difficile. C'est toujours une découverte et c'est important de... Vous allez voir, si vous vous y mettez, vous en prenez une, vous en prenez deux, trois, et après vous chopez le virus, et là après, on n'arrête plus parce qu'il y a une quantité infinie de plantes qui se mangent. Alors moi, je vous en ai présenté quelques-unes, et après, à vous de faire vos recherches et dans ce que vous trouvez dans votre environnement, de les reconnaître et les apprivoiser dans votre cuisine. En nutrition, c'est vraiment intéressant parce que comme c'est des plantes qu'on poussait toutes seules, qu'on n'a pas cultivées, elles sont beaucoup plus riches en nutriments. Donc quand on fait des repas plantes sauvages, en général on mange moins parce qu'on est vite gavé, quoi. Ça met de bonne humeur, hein. Vous voyez, ça c'est un autre stagiaire. C'est une racine de bardane qu'il a dans les mains. Et puis bon voilà, on peut faire des choses vraiment intéressantes. C'est jardin facile, je vous en ai parlé. Ça ne demande pas d'effort. En art des bois, vie sauvage, ben, c'est sympa parce que ça permet d'emporter beaucoup moins de matériel, beaucoup moins de nourriture, puisque on récolte la nourriture au fur et à mesure. Il faut emmener un peu de viande séchée, un peu de protéines, du gras surtout, parce que le gras vous ne trouverez pas dans la nature. Et puis après, vous élaborez vos recettes au fur et à mesure des plantes que vous avez réussi à trouver en chemin. Et tu peux passer. Alors, je vous disais tout à l'heure que vous aurez des pistes pour avoir des indications pour vraiment bien rentrer dans le sujet. Il y a un forum qui s'appelle mauvaisherbe.org, c'est le forum de l'association. Dessus, vous avez à peu près 180 et quelques fiches plantes avec des descriptions, donc vous pouvez vous aider de ce forum-là. On sort un hors-série Survival Magazine en mai 2018. Vous trouverez sur le stand de Survival qui est là des précommandes. Et si ça vous intéresse, je vous conseille de faire une précommande parce que, voilà, déjà il y a une grosse demande, donc je ne suis pas sûre qu'on ait assez du tirage. Dans ce magazine, on présente une quarantaine de plantes avec des descriptions simples, des aides à l'identification. C'est des plantes où s'il y a des risques de confusion, ils sont expliqués, détaillés. On vous présente la plante toxique avec laquelle vous pouvez confondre, donc il n'y a pas de souci. Il y a les recettes qui vont bien pour aller avec. Et puis il y a aussi des petites indications sur comment s'en servir dans l'art des bois, sur le terrain, à la maison, si on peut les conditionner, ou si ça sert pour un usage autre à la maison, comme par exemple insecticides, etc. Donc voilà, hors série. Le forum, c'est un forum ouvert à tous, il n'y a pas de souci. Tu peux passer. Alors après, moi je travaille dans une association qui fait découvrir la vie en pleine nature, je vous en ai parlé. On fait des formations, alors des formations beaucoup plus... c'est une vraie formation. D'ailleurs, on fait même de la formation professionnelle, on a un organisme de formation professionnelle. C'est une formation en 3 modules, en 3 niveaux. Le premier niveau, à la fin, vous êtes vraiment capable de reconnaître un grand nombre de plantes et des familles de plantes. Et vous êtes aussi capable de retransmettre ça si vous avez une pratique professionnelle, ou animateur nature ou peu importe. Et même en tant que particulier, vous pouvez après vraiment être à l'aise avec les plantes sauvages comestibles. Le deuxième niveau, on est sur de l'approfondissement. Et le troisième niveau, on est sur de l'autonomie en milieu naturel. C'est-à-dire comment on va manger avec les plantes sauvages comestibles, mais pas que, parce que je vous ai dit que ça ne suffisait pas. Voilà. Et puis sinon, on fait des stages grand public, tribu en forêt, des stages pour les entreprises, etc. Des randos animés. Alors c'est pareil, on n'est pas le randonneur 25 km par jour, non. Nous, on marche, on s'arrête, on regarde les plantes, on regarde la nature. On dort en bivouac, la plupart du temps en hamac ou à la belle étoile. Et voilà. Et donc, on a aussi un camp forestier. Vous voyez, on a un tipi en bambou, là, un camp forestier pour accueillir les gens qui ont envie de s'immerger dans la nature, de découvrir les plantes sauvages comestibles, mais qui sont encore pas trop sûrs d'eux pour aller dormir en hamac, en pleine forêt. Donc là, voilà, on a des toilettes sèches, ça reste à peu près civilisé.
Mais bon, on est quand même dans la nature. Voilà. Donc, tu peux passer. Ouais. Donc ça, c'est toutes nos coordonnées. Donc, de toute façon, si ça vous intéresse, Philippe qui est là sera à la sortie tout à l'heure. Si vous souhaitez, vous lui demandez un dépliant, il vous le donnera. On ne distribue pas systématiquement les dépliants parce que ça ne sert à rien. On est aussi un organisme de protection de la nature et ça ne sert à rien de distribuer pour distribuer. Prenez-le, que si vraiment vous êtes intéressé, ne le prenez pas pour aller le jeter en rentrant chez vous, ce n'est pas utile. Voilà. Merci Laurence. On va... Du coup, on va pouvoir passer à la session de questions. Alors, vous êtes très nombreux. Laurence est de toute façon sur le salon par la suite avec nous, donc vous pouvez l'approcher avec une proximité qui vous permettra de poser toutes vos questions. Toutefois, voilà, on va laisser la parole à 2 ou 3 questions maximum. Donc, est-ce qu'il y a une première question sur ce que vous avez pu entendre? Voilà, nous voilà débarrassés du superflu. On va pouvoir passer à l'essentiel. Passons à la deuxième question. Bonjour, j'ai 2 questions. La première, à quelle distance des autoroutes et autres axes routiers à grosse fréquentation faut-il aller pour éliminer le problème de la pollution? Et deuxièmement, hormis l'ortie et la consoude, quelles plantes sauvages on peut utiliser pour le potager? Alors, la distance dépend beaucoup de la météo, du sens du vent, de la morphologie du terrain. Je suis désolée, je n'ai pas de réponse exacte. 200, 500 mètres. Oui, voilà. Après, si on est dans une agglomération parisienne, la pollution, elle est partout. Donc, voilà, c'est vraiment... très difficile de donner quelque chose de précis et d'applicable partout. Pour le potager, voilà, la consoude, la vergerette, la tanésie, j'en ai parlé. Dans le hors-série, je reviens à lui parce que bon, c'est vrai qu'il y a des indications pour le jardin. Quand c'est des plantes qui servent au jardin, pour X raisons, insecticides, engrais, etc., c'est noté. Voilà. Y a-t-il une autre question? Alors, ça va être la mienne. Du coup, je voulais savoir quel était pour toi, alors parce que bon, moi les pissenlits, c'est pas trop mon truc en termes de goût. Quelle est ta petite plante coup de cœur que tu sais qu'on peut retrouver quand même facilement et qui peut avoir beaucoup de vertus pour nous? Ma plante préférée, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est la marguerite. La marguerite parce que c'est jamais amer, c'est bon, enfin vraiment c'est un bon goût quoi, c'est un goût indescriptible, c'est un goût de marguerite. Voilà, la marguerite, j'aime beaucoup aussi une autre plante qu'on appelle le laitron, que tu pourras trouver dans le magazine aussi. Le laitron, c'est une salade qui n'est jamais amère et n'importe quel moment de développement, elle est consommable et tu peux remplacer la laitue maraîchée par le laitron quoi. Ouais, merci, c'était pour répondre justement à ce problème d'amertume. Alors du coup, merci à toi Laurence, on peut applaudir Laurence pour cette super conférence. C'est vraiment pour nous une fierté de cette première édition d'avoir des conférences de cette qualité-là et des conférenciers qui se sont investis dans une véritable préparation pour vous apporter toutes les clés de lecture de leur spécialité. Sur une transition pour les prochaines conférences de la journée, vous allez avoir encore des thématiques très variées.